sommaire de cette édition, en Éthiopie, Meaza Ashenafi est la nouvelle présidente de la Cour suprême. Elle a été désignée par le Parlement éthiopien ce jeudi. En République démocratique du Congo, les partisans du président Kabila ont dénoncé ce jeudi une manipulation après la publication d'un sondage. Et puis au Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées dans des attaques menées par les djihadistes du groupe Boko Haram. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Pour la première fois en Éthiopie, une femme a été élue à la tête de la Cour suprême fédérale. Meaza Ashenafi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était jusque-là connue comme une brillante avocate et une féministe engagée. Pour la première fois, le Parlement éthiopien a désigné ce jeudi, lors de sa 4e session ordinaire, une femme à la tête de la Cour suprême, le dernier poste en date d'une série de nominations de femmes à de hautes fonctions. La nomination de Meaza Ashenafi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait suite aux décisions en octobre du Premier ministre Abiy Ahmed de désigner une femme à la présidence du pays et, dans son gouvernement de 20 ministres, de donner la moitié des portefeuilles aux femmes. Le nom de l'avocate et militante des droits des femmes, Meaza Ashenafi, a d'ailleurs été proposé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Ancienne juge de la Haute Cour, Meaza Ashenafi a participé à la rédaction de la Constitution éthiopienne. Elle a également fondé l'Association des femmes avocates éthiopiennes. En 2003, Meaza Ashenafi a reçu le Hunger Project Award, dont le but est d'éradiquer la faim dans le monde. Nominée pour le prix Nobel de la paix en 2005, elle a contribué à la mise en place de la première banque dédiée aux femmes en Éthiopie, Enat Bank. En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo, une des voix critiques de l'opposition au pouvoir, a cédé ce jeudi son fauteuil à Monseigneur Fridolin Ambongo. Sa démission intervient moins de 2 mois avant la présidentielle du 23 décembre prochain. La renonciation du cardinal Laurent Mosengo à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, introduite depuis 2015, a été acceptée ce jeudi par le pape François. On reste en République démocratique du Congo où les partisans du président Joseph Kabila ont dénoncé ce jeudi une manipulation après la publication d'un sondage donnant 2 ténors de l'opposition en tête des intentions de vote à la présidentielle du 23 décembre prochain. Dans ce sondage publié mardi, le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, n'arrive qu'en 3e position. La majorité au pouvoir en République démocratique du Congo dénonce une manipulation maladroite après la publication d'un sondage donnant 2 ténors de l'opposition en tête des intentions de vote à la présidentielle du 23 décembre. Ce sondage, qui a été conjointement réalisé par l'organisation congolaise Bureau d'études, de recherche et de consulting international et par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, n'est pas du goût des partisans du chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Selon le ministre congolais de l'aménagement du territoire, Félix Kabange, porte-parole du Front commun pour le Congo FCC, la coalition électorale de la majorité au pouvoir en RDC, ce sondage tente maladroitement de discréditer Emmanuel Ramazani Shadari. Il estime que sur le terrain, ce sont des statistiques contraires qui se sont constatées par des personnes neutres et rigoureuses. Le sondage en question, mené du 29 septembre au 15 octobre 2018 auprès de 1179 personnes âgées de 18 ans et plus réparties dans les 26 provinces du pays, donne les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe en tête respectivement avec 36% et 17% des intentions de vote devant le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadari, arrivé en 3e position.
À Madagascar, le père Pedro, icône de la lutte contre la pauvreté, a célébré ce jeudi la messe de la Toussaint en plein air. À cette occasion, il a appelé le prochain président à lutter contre la corruption. En effet, les Malgaches voteront le 7 novembre prochain pour élire un nouveau chef de l'État. C'est lui qui va être élu. J'espère qu'il va donner sa vie pour son peuple, qui va faire tout pour que les petits-enfants puissent aller à l'école, puissent s'instruire, puissent avoir de l'eau potable pour boire, qu'ils puissent avoir réaliste. Parce que je pense que le peuple malagasy et les jeunes de Madagascar sont de plus en plus conscientisés. Ils ont pris conscience que la pauvreté n'est pas tombée du ciel, que cette pauvreté était créée par les politiciens de ce pays depuis l'indépendance. J'en ai vu vrai. C'est un étranger et il ne peut pas diriger le pays. Si ça ne tenait qu'à nous, on voudrait qu'il le fasse. C'est lui qui comprend le mieux notre malheur. Ce journal se poursuit. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, récemment nommée à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, a promis d'être attentive à la région d'Afrique centrale et du bassin du Congo durant son mandat qui doit démarrer en janvier 2019. Elle a fait cette déclaration à son arrivée ce mercredi soir à Brazzaville. En visite à Brazzaville, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, récemment nommée à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, a promis, durant son mandat qui démarre en janvier 2019, d'être attentive à la région d'Afrique centrale et du bassin du Congo, qui a soutenu sa candidature. Le bassin du Congo est une zone de plusieurs millions d'habitants qui s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés à travers plusieurs pays, notamment la République démocratique du Congo, le Congo, Brazzaville et le Gabon, une région où la pratique de la démocratie, un des piliers de l'Organisation internationale de la francophonie, est souvent décriée. L'ex-ministre rwandaise des Affaires étrangères avait déjà déclaré le jour de sa nomination à la tête de l'OIF qu'on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux avec la francophonie qui peut peser sur le cours des choses, que ce soit au sein de l'ONU ou dans les organisations régionales. La nouvelle secrétaire générale de l'OIF, élue pour un mandat de 4 ans lors du dernier sommet de cette organisation à Erevan en Arménie, devrait rencontrer à Oyo, ville située à 400 km au nord de Brazzaville, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui séjourne depuis mardi. Des villageois dans le nord-est du Nigeria sont en deuil, et ce, après des attaques menées par les djihadistes du groupe Boko Haram qui ont tué au moins 12 personnes. Arrivés à bord de 7 camions, les djihadistes du groupe Boko Haram ont attaqué ce mercredi soir les villages de Boulabouring et Kofa, ainsi qu'un camp de déplacés à la sortie de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste. Selon des témoins, l'attaque a commencé aux environs de 21h GMT dans le village de Kofa, où les djihadistes ont ouvert le feu sans distinction, tuant une personne tandis que les habitants fuyaient. Ils se sont ensuite rendus à Boulabouring, un village voisin où ils ont abattu 9 personnes et incendié le village après avoir volé de la nourriture. Dans le camp de personnes déplacées de Dalori 2 qui abrite 10 000 personnes, des échanges de tirs ont opposé les assaillants et les soldats et miliciens. Les insurgés ont ensuite tiré des roquettes sur le camp et incendié des abris de fortune, faisant fuir les déplacés, dont 2 ont été tués et plusieurs blessés. Notre peuple est vraiment confronté à des problèmes. On ne peut pas parcourir une distance de 3 km pour mener des activités normales parce que Boko Haram a encerclé ces zones et surveille chaque mouvement. Nous apprécions vraiment les efforts déployés par les forces de sécurité dans leur lutte pour rétablir la paix, mais nous devrions tout de même faire encore davantage pour améliorer la paix et la tranquillité. Le lieu des attaques, situé à une quinzaine de kilomètres de Maïdougouri,
a été pris pour cible à de nombreuses reprises par Boko Haram. Depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009, plus de 27 000 personnes ont été tuées dans le nord-est du Nigeria. Près de 2 millions de personnes ont été déplacées. Place à la revue de presse Afrique. Amateurs de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. Le point de l'actualité africaine de ce 2 novembre 2018 nous emmène au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal. Et parlant justement du Sénégal, Madické annonce un front de l'opposition contre des résultats préfabriqués via le journal Le Quotidien qui attire également l'attention de ses lecteurs sur la tension budgétaire. À ce sujet, l'alerte du FMI, peut-on lire en première page du journal. Sur le même sujet, Walf Quotidien nous informe que le FMI décèle un trou de 100 milliards de francs CFA dans les finances publiques. Débat sur la gestion des ressources pétrolières et gazières agacé. Macky Sall se défoule sur ses détracteurs, nous fait savoir le journal Vox Populi. Sur le même sujet, le journal Le Soleil nous apprend que Macky Sall invite à un débat objectif et sérieux. Un tour au Cameroun à présent où le quotidien L'Œil du Sahel nous apprend que le choléra nargue le plan de riposte du gouvernement dans l'extrême nord. Une lecture du journal Mutation nous fait savoir que le social-démocratique Front tient ce samedi un conseil de famille à Yaoundé. Puis le journal Cameroun Tribune nous informe de la rentrée parlementaire au Cameroun ce jour. Amélioration de l'environnement des affaires, la Côte d'Ivoire fait un grand bond, se réjouit le journal Fraternité Matin ce vendredi. On reste avec Fraternité Matin qui informe ses lecteurs de la tenue ce jour de la 5e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Puis, insurrection populaire au Burkina Faso, Sidouaya rend hommage aux combattants de la démocratie. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 2 novembre 2018 sur Sika TV. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles informations. À bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.